Aujourd'hui, j'aimerais te parler de normes et de paradoxes parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans mon métier que ça avait vraiment une importance. Je vais te développer un petit peu ça, mais l'idée c'est que on se re-questionne un petit peu sur ce qu'on fait dans nos métiers et c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je t'en dis plus dans la suite. À tout de suite. Bonjour, je suis Carole Lémet et je suis facilitatrice et formatrice en intelligence collective, mais pas que. J'ai en fait un métier d'avant, mais que je pratique un petit peu toujours, qui est donc l'ergonomie et le design UX, pour lequel je forme encore. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que j'aimerais faire cette vidéo pour te questionner un petit peu toi, si tu es designer, dans tes pratiques, et essayer de réfléchir un petit peu si ce qu'on fait c'est logique et si ça vraiment de la valeur par rapport justement à cette notion de norme et de paradoxe. Je vais en venir, je vais t'expliquer un petit peu plus ce que j'ai en tête dans cette vidéo. J'aimerais te parler de norme. Alors la définition de la norme, je vais te la lire, c'est un type concret ou formule abstraite de ce qui doit être. Alors ce qui doit être, ça veut dire que en fait quand on est dans un contexte professionnel, on se réfère souvent à cette norme. Qu'est-ce qu'on devrait faire, à qui on s'adresse, qui est notre public cible, quelle est la norme, quelle est un peu les personnes moyennes pour qui on va concevoir. Donc c'est tout un tas de questions qu'on se pose souvent quand on est dans la conception de produits et de services, quand on est aussi même dans la facilitation, dans les gens pour qui on va concevoir des ateliers par exemple. Donc en fait tout ça c'est des questions qu'on se pose. Et c'est ça que j'aimerais un petit peu questionner avec toi. La réflexion que je me suis faite, c'est qu'on est plein de paradoxes. Je vais parler un petit peu de mes paradoxes, comme ça va peut-être te donner une petite illustration de ce que j'entends par là. Par exemple, j'ai fait un bac scientifique, donc j'étais forte en maths, en sciences, etc. Et pourtant, à côté de ça, j'adore tout ce qui est loisirs créatifs, je fais de l'aquarelle, donc j'ai plein de loisirs qui peuvent être un peu plus littéraires en quelque sorte, j'adore lire. Et souvent, en fait, moi, en tout cas quand j'étais au lycée, je savais pas quoi choisir. J'étais bien en fait je prends quoi, je prends le scientifique parce que c'est là où j'avais les meilleures notes, mais clairement tout m'intéressait et j'avais pas en fait de rejet pour une matière ou une autre, enfin, quelques-unes, mais en tout cas voilà, c'était dur de choisir. Maintenant je crois qu'il y a des options, c'est un peu différent, mais en tout cas voilà, on voulait en quelque sorte me mettre dans une case, me dire mais toi en fait t'es scientifique, t'as la logique, t'as tout ça, et tout ce qui est un peu littéraire, c'est pas pour toi, grosso modo. Donc ça peut être le premier paradoxe que je vois. Un autre paradoxe que j'ai aussi souvent, c'est que je suis une personne qui est rigoureuse dans mon travail, et pas que dans mon travail, je suis quelqu'un qui est organisé, qui aime bien tout ce qui est organisation, etc. Et en même temps, je suis créative. Donc du coup là ça brouille un peu le message, les gens comprennent pas forcément, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est la fille un peu artiste, machin un peu perché, ou est-ce que c'est l'Anna super organisée, tac toc toc, mais un peu rigide et tout, où ça va pas être très fun? Là c'est bizarre aussi. En fait pourquoi on peut pas être les deux? Et tout ça, voilà, ça me pose question. Et ça me pose question surtout au niveau de la façon dont on va catégoriser les gens. Je sais que c'est plus simple de mettre les gens dans des cases parce que c'est un peu pour aider notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau aime bien nous classer dans des petits dossiers, comme des dossiers d'ordinateur. En fait, l'ordinateur, c'est beaucoup une métaphore de ce qu'on a dans notre cerveau, tout simplement. Et en fait, on va venir classer des choses. Donc, la personne qui est scientifique, paf, elle va avec le package rigoureuse, logique, machin, etc. C'est beaucoup plus simple, je fais des raccourcis. Comme ça, mon cerveau, il se fatigue pas trop. Ça évite la surcharge cognitive. Mais ça, on sait que ce truc-là, ce mécanisme-là, ça vient induire aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc le fait que créer trop de raccourcis, ça vient biaiser la perception qu'on peut avoir, par exemple, d'une personne. Donc ça, c'est toujours bien d'en avoir conscience. Donc en même temps, c'est bien de les connaître. Enfin, après, on peut pas tous les connaître non plus. Il y en a quand même plus de 250. Donc il n'y a pas que les biais de perception, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est des raccourcis qu'on peut avoir. Et ces raccourcis, je me rends compte qu'on les a aussi dans la façon dont on a de concevoir des produits et services, dont on a dans notre méthodologie. Je vais te prendre un exemple très concret. Les personas, par exemple. Les personas, qu'est-ce que c'est? C'est des archétypes un petit peu de profil type de pour qui on conçoit. Donc c'est par exemple Marie, 34 ans, qui a 2 enfants et qui adore voyager. Par exemple, si je suis sur un service de voyage, qui adore voyager, qui voyage avec ses enfants, avec son mari, etc. Et donc on va faire ça avec des besoins. Et ça veut dire qu'en fait, on va essayer de mettre toutes les personnes un peu dans cette case-là, les personnes qui ressemblent à ce profil-là, dans ces cases. Mais ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas du tout en considération leur paradoxe et leur subjectivité.
Et en fait, c'est quelque chose qui me pose de plus en plus de questions. Récemment, j'ai fait une formation donc à l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, où dans laquelle en fait on parle beaucoup de la notion de subjectivité. Et en fait, tout le travail qu'on fait avec la démarche EFC, c'est aussi de s'intéresser justement aux différents types de sujets qui sont impliqués en fait dans la démarche et de voir en fait comment on peut composer avec ces différentes subjectivités. Et là, en fait, quand on fait du design, c'est tout l'inverse. On va essayer d'être le plus objectif possible pour que, en fait, ça colle à tout le monde et que tout le monde, que notre service colle parfaitement au persona de Marie qu'on avait identifié. Donc, ça me pose quand même question. Et voilà, je fais cette vidéo pour t'amener aussi à réfléchir à comment est-ce qu'on peut un peu casser ce truc-là. J'ai pas forcément la solution là tout de suite, mais en tout cas, je pense que déjà de rien que d'y penser et d'essayer d'ouvrir un peu les chakras en se disant ok, on peut aussi se dire que Marie, elle a peut-être des enfants et puis et qu'elle peut-être fait du yoga, elle est hyper engagée, par exemple, elle fait très attention à sa nourriture, etc. Mais peut-être que le samedi soir, elle n'a pas envie de s'enquiquiner et elle commande des pizzas. Et c'est un paradoxe en fait. C'est ok. Moi, par exemple, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur ma consommation de l'IA, par exemple, alors que je fais très attention à côté à d'autres choses sur l'écologie, notamment je me déplace principalement qu'en vélo et à pied, je fais attention à ma consommation de viande, je fais attention à acheter le maximum de choses d'occasion. Donc j'ai un paradoxe en fait qui est là, qui dit mais en fait dans ma tête, on est plein de paradoxes et en fait ça peut être aussi ça dans les personas, se dire que ces personas là c'est peut-être pas forcé qu'ils soient tout lisses et qu'ils soient tout cohérents en fait en quelque sorte. Donc ils peuvent aussi avoir des dissonances cognitives dans leur cerveau, des choses qui sont un peu contradictoires et ça fait partie de leur personnage. Du coup, en facilitation, ça me pose aussi d'autres questions. Je vois qu'il y a plein de choses qui émergent et je trouve ça génial, notamment sur le questionnement de cette norme, justement. J'ai commencé à me questionner là-dessus sur mes lectures féministes, donc ça fait peut-être pas loin de 10 ans maintenant que je m'intéresse au courant féministe, et ce qu'on peut retenir, au-delà des idées, etc., que voilà, je sais que tout le monde n'adhère pas, mais en tout cas, c'est la questionnement de la norme. À savoir que y a beaucoup d'études, beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à une norme qui est souvent l'homme blanc qui fait 1m75, 80 kg, etc. Je pense notamment à tout ce qui est études médicales. En fait, il faut savoir que tous les médicaments, pendant des années, c'est que maintenant qu'on commence à s'y intéresser, ont été testés que sur des hommes. Donc en fait, il y a des médicaments qui ne correspondent pas du tout à des femmes, parce que ça n'a jamais été testé sur des femmes, parce que les femmes, en fait, pouvaient tomber enceintes, donc pour éviter les risques, donc ce qui est très bien, hein, pour éviter les risques, ils ont évité de tester ça sur des femmes. Mais le pendant de ça, c'est que du coup, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur les femmes. On sait que par exemple, les arrêts cardiaques, tout ce qui est AVC, c'est pas du tout les mêmes symptômes qu'à une femme qu'un homme. Par exemple, le truc du bras gauche et tout, en fait, les femmes, elles ont encore d'autres symptômes. Et ça, c'est parce qu'on n'a jamais étudié l'AVC chez les femmes. Donc en fait, le questionnement de la norme, ça vient aussi questionner notre conception du monde et la façon dont on va concevoir en fait les nouveaux produits et services. Donc moi, je me suis intéressée à ça et je me suis dit, et là, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de questionnements de cette norme, à savoir par exemple de plus en plus de mise en avant, par exemple des personnes qui ont des handicaps invisibles, donc notamment par exemple des personnes autistes, des personnes qui ont des troubles de l'attention, ce type de profil-là. Et par exemple, dernièrement, j'étais en gare, j'attendais, je regardais un peu les magazines, et j'ai vu qu'il y avait des magazines maintenant spécialisés vraiment pour mettre en valeur en fait des profils un peu atypiques. J'en vois il y en avait un par exemple en couverture avec Philippe Catherine, enfin voilà, on voit qu'il y a des choses comme ça qui commencent à émerger sur le fait que en fait, c'est tout à fait ok de se dire qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous envie d'être mis dans des cases et d'être vus de la même manière et qu'on est tous un peu différents, et c'est ok. Donc j'ai l'impression qu'on accepte de plus en plus la différence, je vois des signaux faibles là dans cette mouvance, donc je trouve ça vraiment super. Et du coup, j'essaie de me dire comment est-ce que moi, je peux intégrer ça en fait dans ma pratique de facilitatrice en tout cas. Sur la partie design, j'ai pas encore trouvé exactement une méthode qui pourrait s'y appliquer, mais en tout cas juste déjà de se poser la question, je trouve que ça change un peu la façon dont on va concevoir nos outils de travail. Mais sur la facilitation, c'est simplement aussi déjà ouvrir plus le dialogue, notamment par exemple
sur le recueil des besoins en amont, par exemple d'une séance d'un atelier que je facilite, c'est recueillir les besoins. Est-ce que la personne a besoin de bouger? Est-ce que la personne a besoin d'aller faire un tour dehors parce qu'elle a besoin de s'isoler? C'est peut-être des choses qui devraient, je pense, être pris en considération. Le truc que j'essaie de faire aussi au maximum, c'est d'avoir conscience de mes biais. Pour éviter justement de mettre trop les gens dans des cases, de dire bah tiens cette personne-là elle est habillée comme ça, donc en fait je pense c'est ça son caractère. Ça c'est pas ok en fait. Donc en fait c'est paradoxal parce que d'un côté je me dois d'avoir cette neutralité et en même temps neutralité en tant que facilitatrice pour justement accueillir tout le monde au même niveau, etc. Donc, et en même temps je dois faire attention à la subjectivité de chacun et de chacune. Donc du coup il y a aussi du paradoxe là-dedans, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de te faire simplement pour ouvrir un peu l'esprit et te donner à réfléchir en fait sur cette notion que je trouve intéressante. Je pense que ça va certainement cheminer, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être sous l'article, sous un blog ou peut-être en interview avec quelqu'un. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et ce que ça évoque chez toi, ou bien même de m'écrire en fait un mail ou de partager en tout cas ce que t'en penses, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Merci beaucoup, à bientôt.